Camerounaises, Camerounais, chers lionnes et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025 et il me plaît sur cette plateforme où nous sommes bientôt 5000 rassemblés de rappeler l'évidence contre laquelle essayent de lutter actuellement plusieurs factions, plusieurs groupes de Camerounais qui, volontairement ou involontairement, participent à l'aveuglement et au retard collectif. Le changement de régime politique au Cameroun par la voie électorale est impossible. Pourquoi? Parce que l'organe électoral est confisqué par le régime corrompu, criminel, violent et incompétent de Paul Biya. Le changement par la voie électorale de régime politique au Cameroun est impossible parce que les institutions judiciaires camerounaises, et notamment donc la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les cours les plus importantes du pays sont sous le contrôle des membres du régime. L'arbitrage du contentieux électoral au Cameroun ne pourra jamais être fait en faveur de forces politiques autres que celles du régime de Paul Biya, puisque ce sont les partisans du régime qui contrôlent le pouvoir judiciaire sous l'égide de l'exécutif camerounais. Troisièmement, la situation politique camerounaise est bloquée et un changement par la voie électorale n'est pas possible aujourd'hui parce que, grâce à la confiscation de l'appareil d'État, le régime maintient ou pas les forces de défense et de sécurité dont il bichonne les officiers supérieurs du mieux qu'il peut. Et les forces de défense et de sécurité n'ont aucune raison suffisante, objective, de s'opposer à un régime qui nourrit leur hiérarchie et qui accorde aux militaires qui sont à la tête des forces les plus importantes du pays des privilèges exorbitants qu'ils n'auraient jamais, même sous un régime militaire. Enfin, la situation politique camerounaise est bloquée. Il n'y a pas d'alternance possible par la voie électorale, d'autant plus qu'il n'y a pas de puissance internationale qui soit alliée du peuple camerounais et qui pourrait forcer M. Biya et ses compagnons à accepter une compétition équitable avec l'opposition camerounaise. Telle est exactement la situation et elle s'aggrave par le fait que nous sommes au mois de mai 2025 et le Cameroun n'a toujours pas de listes électorales. Le Cameroun est un pays dans lequel des millions de Camerounaises et Camerounais, notamment vivant dans les diasporas et ayant acquis d'autres citoyennetés, sont exclus du jeu politique, précisément parce que dans leur écrasante majorité, ils sont opposés au régime criminel, corrompu, incompétent et abject de Paul Biya. C'est de cette façon que se présente la situation. Et je mets au défi qui que ce soit de pouvoir démontrer qu'une seule des descriptions que j'ai données de la situation camerounaise soit fausse, qu'elle soit biaisée ou partisane. Le mécanisme d'accès au pouvoir par la voie électorale est bloqué. Et personne ne peut prouver le contraire de ce que je viens de vous dire. C'est un mécanisme qui, depuis la période coloniale française jusqu'à nos jours, permet à celui qui détient le pouvoir d'État de se reproduire indéfiniment à la tête de l'État. Le rapport de force autour de la question électorale n'a pas changé. Aucun parti politique de l'opposition camerounaise ne pèse dans le rapport de force électorale au Cameroun. La preuve, plusieurs partisans de l'opposition qui avaient protesté contre le hold-up de l'élection présidentielle de 2018 sont encore en prison. Et la vie continue. Si l'opposition politique camerounaise pesait dans le rapport de force électorale, les mobilisations qu'elle aurait produites entre 2018 et aujourd'hui 2025 auraient au moins contraint le régime à libérer les Camerounaises et Camerounais qui sont injustement incarcérés avec des peines lourdes, simplement pour avoir contesté
l'injustice régnante, l'incurie régnante, l'incompétence régnante. Et qui plus est, avec des moyens pacifiques. Face à cette évidence, c'est donc le rapport de force qu'il faut changer dans le pays. Et il y a deux façons de changer un rapport de force politique dans un pays. La première méthode, c'est que des patriotes des forces de défense et de sécurité prennent leurs responsabilités pour libérer le pays de la violence du clan de Paul Biya, de l'oligarchie de Paul Biya, constituée d'une sélection de Camerounais corrompus, criminels, voyous, incompétents, issus d'ailleurs de toutes les régions et de toutes les ethnies du pays, et qui constitue pour ainsi dire l'oligarchie RDPC. La seconde voie, c'est celle qui est à la disposition du peuple camerounais tout entier, c'est celle de la mobilisation citoyenne, de la révolution citoyenne nationale. Elle consiste à construire des mobilisations qui vont submerger entièrement le système de sécurité et le système administratif pour imposer des assises nationales, imposer une conférence nationale en vue d'une transition vers une nouvelle constitution et une nouvelle république panafricaine fédérale du Cameroun. En tant qu'intellectuel politique, fils du Cameroun, ma conviction est que cette deuxième voie que j'ai appelée le plan B et qui est au cœur de la mobilisation du mouvement des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun est la meilleure. C'est la meilleure parce qu'elle fera participer de Maroua à Garoua, de Garoua à Ngaoundéré, de Ngaoundéré à Buea, de Buea à Bamenda, de Bamenda à Bafoussam, de Bafoussam à Ebolova, de Bolova à Douala, de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Bertoua. Elle fera participer, dans toute la mesure du possible, massivement le peuple camerounais à sa propre libération. Si des centaines de milliers et bientôt des millions de Camerounais se joignent à notre appel pour une grande mobilisation de libération du pays, les forces de défense et de sécurité du Cameroun seront submergées par la masse populaire et elles se joindront par la force de la raison, par la force du rapport de force à la population pour mettre fin au régime de Paul Biya et faciliter ainsi les travaux d'une transition en vue d'une nouvelle république panafricaine fédérale du Cameroun. Voilà le chemin que les Lilipak, lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun, proposent. Et c'est dans ce chemin que nous travaillons. En tant que votre serviteur national, j'ai suggéré, avec beaucoup d'autres camarades maintenant, basés aux États-Unis, en Angleterre et à l'intérieur du pays, que nous commencions par nous procurer massivement des maillots sportifs des équipes nationales qui serviront en réalité de t-shirts de ralliement du pays pendant les grandes mobilisations nationales et diasporiques qui s'imposent. J'ai également suggéré que nous commencions à constituer partout des foyers Lilipak dans les villages, dans les villes, dans les régions, dans les pays où nous sommes respectivement installés à travers le monde. Que nous nous agglomérions pour hâter les préparatifs des grandes mobilisations pour la fin, la démission du régime de Paul Biya et l'ouverture d'une transition politique en vue de la refondation du Cameroun. Vous avez à votre disposition sur le site amazon.fr un exemplaire du manifeste en français et anglais de notre mouvement des lions et lions indomptables pour la libération panafricaine du Cameroun. Vous avez la possibilité de commander, où que vous soyez dans le monde, des maillots de quelque équipe que ce soit, des équipes sportives du Cameroun qui vont servir de maillots de ralliement. Bientôt, des casquettes et des écharpes Lilipak seront à votre disposition par les mêmes canaux. Vous pourrez les commander pour financer, donner au mouvement les premiers fonds. C'est dans cette activité préparatoire de ce que nous appelons le grand match de la libération panafricaine du Cameroun que nous devons nous engager. Ceux qui prétendent pouvoir trouver une solution à la crise camerounaise par la voie électorale conduisent les Camerounais
à une impasse. Ils conduisent les Camerounais à la fameuse thèse de John Frundi en 1992, My Stolen Victory. Ils conduisent les Camerounais à la protestation contre le hold-up électoral, contre le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto, eh bien, en 2018. Ils conduisent les Camerounais vers une impasse et ils savent très bien qu'ils n'ont aucun moyen par la voie électorale aujourd'hui bouchée de changer le Cameroun. Donc, Camerounaises, Camerounais, au lieu de perdre notre temps à jouer un jeu truqué d'avance, un jeu piégé, un jeu qui est entièrement sous le contrôle de Paul Biya et de la bande de criminels, de corrompus et d'incompétents qui l'accompagnent depuis 1982 à la tête du Cameroun, nous devons sortir de ce jeu et jouer le jeu de la libération du peuple camerounais. La construction massive d'un rapport de force nationale et internationale en faveur du peuple et en défaveur du pouvoir. Voilà. Je réitère ce message ce mercredi 7 mai à toutes les Camerounaises et les Camerounais et je leur dis, plus tôt ce message passera parmi nous, c'est-à-dire entrera dans les cœurs et dans les esprits, dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa, dans l'ouest, dans le sud-ouest, dans le littoral, dans le centre, dans l'est, dans le nord-ouest. Aussitôt ce message rentrera dans les cerveaux et dans les cœurs, aussitôt commencera la véritable libération du Cameroun. Le discours du professeur Franklin Nyamsi, prononcé le 7 mai 2025, offre une critique acerbe du régime de Paul Biya au Cameroun et appelle à une refonte radicale du système politique. Son analyse repose sur plusieurs axes, l'impossibilité d'un changement électoral, la mainmise du régime sur les institutions, l'inefficacité de l'opposition et la nécessité d'une mobilisation populaire ou d'une intervention militaire pour instaurer une transition. Cette analyse se propose d'examiner objectivement ces arguments, en les confrontant aux réalités politiques, historiques et sociales du Cameroun, tout en interrogeant leurs fondements et leur plausibilité. Nyamsi affirme que le changement par les urnes est impossible car le régime contrôle la commission électorale et les CAM, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Cette assertion mérite un examen approfondi. Historiquement, les élections camerounaises ont souvent été critiquées pour leur manque de transparence. En 2018, l'élection présidentielle, remportée par Paul Biya avec 71% des voix, a été marquée par des allégations de fraude massive, notamment par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, de Maurice Kamto. La Cour constitutionnelle, dominée par des proches du régime, a rejeté les recours de l'opposition, confirmant un schéma récurrent depuis les années 1990. En 1992, John Fruendi, leader du Social Democratic Front, SDF, avait déjà dénoncé une « victoire volée » face à Paul Biya, sans obtenir gain de cause. Ces précédents étaient l'argument de Nyamsi sur la partialité des institutions. Cependant, il convient de nuancer. En 2020, des réformes ont théoriquement élargi la représentation de l'opposition au sein des LECAM. Si ces changements restent symboliques face à la domination du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ils montrent une volonté, limitée, d'apaiser les critiques internationales. Par ailleurs, la question des listes électorales, évoquée par Nyamsi, persiste. En 2025, des millions de Camerounais de la diaspora, souvent hostiles au régime, restent exclus du processus, ce qui affaiblit la légitimité des scrutins. Le professeur souligne que les institutions judiciaires, sous l'emprise de l'exécutif, servent à réprimer l'opposition. Les arrestations massives post-électorales de 2018, dont celle de Maurice Kamto et de ses partisans, illustrent cette dynamique. Les peines prononcées pour trouble à l'ordre public ou rébellion relèvent souvent d'une justice punitive, comme le note Amnesty International dans son rapport de 2023. Toutefois, certains juges, bien que minoritaires, ont occasionnellement statué en faveur de militants, comme dans l'affaire de libération conditionnelle de certains membres du MRC en 2023. Cela suggère une institution fracturée plutôt qu'un bloc monolithique. Néanmoins, l'absence de procès équitables et la détention prolongée de prisonniers politiques, telle qu'évoquée par Nyamsi, renforce l'idée d'un système judiciaire instrumentalisé. Nyamsi attribue la loyauté des forces de défense et de sécurité aux privilèges accordés à leur hiérarchie. Le budget de la défense camerounais, en hausse constante, 1,5 milliard de dollars en 2024 selon le CIPRI,
alimente effectivement un réseau de promotion, avantages matériels et immunité pour les officiers supérieurs. Cette stratégie, héritée de la France-Afrique, vise à prévenir les coups d'État, fréquents en Afrique postcoloniale. Cependant, des fissures existent. En 2021, des soldats anglophones ont dénoncé les exactions commises dans le nord-ouest et le sud-ouest, régions en proie à un conflit séparatiste. Bien que ces dissidences soient marginales, elles révèlent des tensions ethniques et professionnelles au sein de l'armée. Par ailleurs, la crainte de représailles et la surveillance des militaires par les services de renseignement, DGRE, limite les velléités de rébellion. L'argument de Niamsi sur la loyauté des forces de sécurité reste donc globalement valide, mais il minimise les risques de fragmentation en cas de crise prolongée. Le militant panafricaniste déplore l'absence d'alliés internationaux soutenant le peuple camerounais. Historiquement, la France, ancienne puissance coloniale, a maintenu des liens étroits avec le régime Biya, fournissant l'aide militaire et soutien diplomatique. Cependant, depuis 2020, Paris a réduit son engagement direct, critiquant timidement les violations des droits de l'homme. L'Union africaine, EA, quant à elle, reste silencieuse, par crainte d'ingérence et en raison des alliances de Biya avec des poids lourds comme le Rwanda ou l'Angola. Les États-Unis et l'IE ont imposé des sanctions ciblées contre certains officiels, mais sans impact significatif. Niamsi a raison de souligner que ces acteurs ne poussent pas à une transition démocratique, mais ils négligent le rôle croissant des diasporas camerounaises en Europe et en Amérique qui font pression via des lobbies et des campagnes médiatiques. Pour Niamsi, l'opposition camerounaise est trop faible pour imposer un changement. Cette faiblesse s'explique par plusieurs facteurs, la fragmentation des partis, plus de 300 enregistrés, les divisions ethniques et régionales, et la cooptation de leaders par le régime. Le MRC, bien que populaire en 2018, a vu son influence décliner après la répression et l'emprisonnement de Kanto. Les autres figures, comme Cabral Libye, PCRN, peinent à mobiliser au-delà de leur base régionale. Toutefois, l'opposition dispose de relais dans la société civile, notamment via des syndicats et des associations de jeunes, qui ont organisé des grèves et des manifestations malgré les risques. Niamsi minimise ses efforts, mais leur impact limité confirme son constat d'une opposition incapable de renverser le rapport de force. Face à ce blocage, Niamsi propose deux voies, un soulèvement populaire massif ou un coup d'État militaire patriote. La première option s'inspire des printemps arabes ou du mouvement sénégalais Y en a marre. Cependant, le Cameroun présente des spécificités qui compliquent une telle mobilisation. Un territoire fragmenté par des conflits, Boko Haram au nord, crise anglophone, une censure Internet efficace et une peur ancrée de la répression. Plus de 200 morts lors des manifestations de 2017 à 2020. La seconde option, un putsch, semble tout aussi improbable, compte tenu de la fidélité des généraux et des mécanismes de contrôle en place. Historiquement, les coups d'État réussis au Cameroun sont inexistants depuis 1984 et Biya a systématiquement écarté les officiers ambitieux. Par ailleurs, l'appel à une intervention militaire soulève des questions éthiques et pratiques, risquant d'entraîner une instabilité prolongée. Le mouvement des lions et lionnes indomptables mis sur des symboles unificateurs, comme les maillots de l'équipe nationale, pour contourner la censure et rassembler la population. Cette approche, similaire à celle des mouvements pro-démocratie à Hong Kong ou en Biélorussie, pourrait effectivement faciliter la mobilisation en exploitant la fierté nationale. Cependant, le régime pourrait interdire ces symboles, comme il l'a fait avec les drapeaux anglophones. Le financement via des ventes en ligne pose aussi des risques. Les acheteurs pourraient être fichés et les fonds saisis. Niamsi table sur une internationalisation du mouvement, mais son succès dépendra de la capacité à protéger les activistes locaux et à maintenir une pression médiatique constante. L'analyse de Niamsi identifie avec justesse les verrouillages institutionnels et politiques qui étouffent la démocratie camerounaise. Ses arguments sur le contrôle des élections, la partialité judiciaire et la loyauté des forces de sécurité s'appuient sur des réalités documentées. Cependant, ces solutions pêchent par un optimisme excessif. Une révolution citoyenne nécessiterait une unité et une coordination que la société civile, bien que résistante, ne semble pas encore posséder. Quant à une intervention militaire, elle ignore les réalités du pouvoir sécuritaire camerounais. Enfin, son mouvement, bien que novateur dans ses méthodes, devra surmonter d'immenses obstacles pour éviter d'être marginalisé ou réprimé. La voie électorale, bien que verrouillée, reste pour certains opposants un moyen de maintenir une pression symbolique, comme en témoigne la participation sporadique de partis aux législatives.
Niamsi rejette cette approche comme illusoire, mais l'histoire politique montre que les transitions peuvent surgir de l'imprévisible, même dans les systèmes les plus fermés. Le Cameroun de 2025 se trouve ainsi à un carrefour, où la critique radicale de Niamsi alimente un débat nécessaire, mais où les chemins pratiques vers le changement restent semés d'embûches. Le discours du professeur Franklin Niamsi offre une analyse sans concession de la situation politique camerounaise à l'approche des élections présidentielles de 2025. Son constat principal repose sur l'impossibilité d'un changement démocratique par les urnes, argument qu'il était par plusieurs observations concrètes. La confiscation des institutions électorales par le régime en place, notamment le contrôle de la commission électorale et les CAM, et des cours constitutionnels, constitue selon lui un obstacle structurel insurmontable. Cette analyse trouve son fondement dans l'histoire récente du Cameroun, où les élections successives ont été marquées par des irrégularités systémiques et où les recours juridiques de l'opposition se sont systématiquement heurtés à des institutions judiciaires inféodées au pouvoir exécutif. L'emprise du régime sur les forces de sécurité représente un autre pilier de cette analyse. Niamsi souligne avec pertinence le système de privilèges et de promotion qui lie l'armée et les services de sécurité au maintien du statu quo. Ce mécanisme de cooptation des élites militaires, hérité des pratiques coloniales et perfectionné par le régime actuel, crée effectivement un cercle vicieux de dépendance et de loyauté forcée. Cependant, cette vision pourrait être nuancée par la reconnaissance des tensions internes au sein des forces armées, particulièrement visibles dans les zones de conflit comme les régions anglophones, où certains éléments ont manifesté leur désaccord avec les méthodes répressives du pouvoir central. La faiblesse structurelle de l'opposition politique constitue un troisième axe majeur de l'argumentation. Le morcellement des forces d'opposition, leur manque chronique de moyens et la répression systématique dont elles font l'objet sont des réalités incontestables. Les emprisonnements de leaders comme Maurice Kamto et la persécution de leurs partisans illustrent effectivement la difficulté à constituer une alternative crédible dans le cadre institutionnel actuel. Pourtant, on pourrait objecter que certaines franges de l'opposition ont parfois réussi à mobiliser des pans significatifs de la population, comme en témoignent les mouvements de protestation de 2019, même si ces mobilisations ont finalement été contenues par la répression. L'exclusion des diasporas camerounaises du processus électoral représente un quatrième élément crucial de cette analyse. Cette marginalisation délibérée d'une population souvent plus éduquée et connectée aux réseaux internationaux prive effectivement le pays d'un potentiel ferme de changement. Les diasporas pourraient théoriquement jouer un rôle de courroie de transmission des normes démocratiques et de levier de pression internationale. Cependant, leur influence réelle sur la politique intérieure reste limitée par leur dispersion géographique et leurs propres divisions internes, facteurs que l'analyse pourrait prendre davantage en compte. La dimension historique et néocoloniale du pouvoir camerounais occupe une place importante dans le raisonnement. La continuité des mécanismes de domination depuis la période coloniale française jusqu'à l'ère Biya est indéniable, avec la persistance d'un centralisme autoritaire et d'une économie de rente. Cependant, cette lecture pourrait être complétée par la reconnaissance des dynamiques endogènes de résistance et des moments de rupture qui ont ponctué l'histoire politique du pays, montrant que le déterminisme historique n'est pas une fatalité absolue. Le plan B proposé, une mobilisation citoyenne massive, repose sur une vision à la fois audacieuse et problématique. D'un côté, l'histoire récente de l'Afrique a montré que des régimes réputés inébranlables pouvaient effectivement s'effondrer sous la pression populaire. D'un autre côté, les spécificités du contexte camerounais, notamment la fragmentation régionale, l'efficacité de l'appareil répressif et l'absence de leadership unificateur, rendent ce scénario particulièrement incertain. La stratégie de mobilisation par les symboles sportifs, bien qu'ingénieuse, pourrait se heurter à la capacité du régime à récupérer ou à interdire ces mêmes symboles. L'analyse pêche peut-être par son insuffisante prise en compte des dimensions économiques du maintien au pouvoir. Le système de redistribution clientéliste et les réseaux d'intérêt matériel, qui sous-tendent le régime, constituent des piliers tout aussi importants que la répression pure. Sans une stratégie visant spécifiquement ces mécanismes économiques de domination, à travers des sanctions ciblées ou des campagnes de boycott par exemple, toute tentative de changement risque de se heurter à la résistance des bénéficiaires du système. Sur le plan international, le constat d'isolement relatif du mouvement démocratique camerounais est exact, mais l'analyse pourrait proposer des pistes plus concrètes pour infléchir cette situation.
L'expérience d'autres pays africains montre que des stratégies de lobbying ciblées auprès des parlements étrangers, combinées à des actions en justice contre les biens mal acquis des dignitaires, peuvent effectivement modifier le calcul des puissances extérieures. Au final, le diagnostic posé par Niamsi reste globalement pertinent et documenté, identifiant avec précision les verrous institutionnels et politiques qui étouffent toute perspective de changement démocratique pacifique. Cependant, les solutions proposées gagneraient à être affinées pour tenir compte de la complexité des rapports de force économiques, des divisions sociales et des réalités sécuritaires. La révolution citoyenne envisagée nécessiterait probablement des alliances plus larges, incluant des segments réformistes de l'appareil d'État et un programme politique plus détaillé capable de rassembler au-delà des seuls mécontentements contre le régime. L'histoire récente montre que les transitions démocratiques réussies en Afrique ont généralement combiné pression populaire, division au sein des élites et soutien international, trois dimensions qui mériteraient un développement plus approfondi dans cette analyse.